Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application qui aide les investisseurs à trouver des biens rentables. Aujourd'hui, on va parler stratégie immobilier, quels sont les 10 différents types d'investissements qu'on peut faire. Investir dans l'immobilier, c'est bien beau, mais il y a plein de façons de le faire. On a déjà deux grandes catégories que vous connaissez sûrement. Il va y avoir d'un côté l'achat-revente et de l'autre côté l'investissement locatif. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de chacune de ces deux activités, il y a encore plein de stratégies différentes. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus l'investissement locatif. Et là, il y a vraiment plein de choses. On peut faire de la location classique nue, on peut faire de la location meublée, on peut faire de la colocation, on peut faire de l'immeuble de rapport, on peut faire de la location courte durée, on peut faire des biens avec des travaux, sans travaux, on peut faire des biens dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans des grandes villes. Bref, il y a autant de possibilités que d'investisseurs presque. Et on va essayer de regarder un petit peu ensemble toutes ces différentes possibilités et de voir surtout quelle stratégie correspond à quel objectif et à quel profil d'investisseur. Ok? Ce qu'on va essayer de faire pour commencer, on va aller sur mon écran et la stratégie qu'on va analyser, ça va commencer par quelles sont les raisons pour lesquelles on se lance dans l'immobilier. On va d'abord regarder un petit peu nos objectifs et c'est vrai qu'en général, là j'ai listé les principaux objectifs, ça va être ça les raisons pour lesquelles les investisseurs se lancent dans l'immobilier. On va retrouver en premier des aspects plus de transmission, de retraite, donc préparer sa retraite, transmettre du patrimoine à ses enfants, peut-être placer une somme d'argent si jamais on a eu un héritage ou une autre rentrée d'argent. Et on va aller après sur des choses un petit peu plus agressives. On va avoir créé du patrimoine qui est un petit peu entre les deux et puis avoir des revenus complémentaires. Là, c'est tous les investisseurs très orientés cash flow. Être indépendant financièrement, encore plus, quitter son emploi et peut-être récupérer du temps libre pour des projets personnels. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles avec l'immobilier, mais il faut bien comprendre que c'est assez difficile de tout faire à la fois et en général, il va falloir choisir sa stratégie et on va avoir deux grandes catégories. On a les premières raisons qui sont plutôt des objectifs qui sont atteignables quand on fait des investissements qui sont patrimoniaux. Et à l'opposé, la fin de ce classement, c'est plutôt des objectifs quand on fait des investissements de rendement. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de gagner de l'argent dans l'immobilier. D'un côté, c'est un gros rendement locatif, donc un bien qui génère beaucoup de loyers par rapport au prix d'achat, ou alors un bien qui prend de la valeur dans le temps. Ça, ce sont vraiment les deux sources d'enrichissement. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas plus. Tout ce qui est du cash flow positif, tout ce qui est du remboursement de crédit par le locataire, etc. Tout ça, ce sont des choses indirectes, mais les deux facteurs d'enrichissement dans l'immobilier, en locatif en tout cas, c'est les loyers et la prise de valeur du bien. Ok, ce qu'on va regarder maintenant, ça va être le fait qu'il faut comprendre que c'est jamais tout ou rien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, je vous ai présenté d'un côté l'investissement patrimonial, de l'autre l'investissement de rendement. On n'est pas obligé non plus de faire un truc 100% patrimonial et un truc 100% rentable ou un truc 100% rentable, pardon. C'est un spectre, ok, et c'est à vous de mettre le curseur un peu où vous voulez. Vous pouvez faire un truc qui est soit d'un côté, soit de l'autre, et on peut aussi se diriger sur des choses qui sont plutôt équilibrées, dans des coins qui sont plutôt patrimoniaux, mais c'est pas non plus les plus grandes villes de France, et ça permet de garder un rendement qui est correct, et notamment d'atteindre un peu l'autofinancement, on va en parler, ou alors aller plutôt dans le côté rentable, mais c'est à vous de choisir un petit peu le curseur, et on va analyser un petit peu tout ça. La première chose qu'on va regarder, donc du coup, on va regarder les deux grandes familles, et puis ensuite je parlerai de l'investissement un peu équilibré. Donc d'un côté, on a l'investissement patrimonial, de l'autre l'investissement de rendement. On va avoir dans ces deux stratégies des recherches qui ne sont pas les mêmes. Quand on fait de l'investissement patrimonial, ce qu'on cherche, ça va être de la grande ville, dynamique, qui évolue dans le bon sens, avec des plans d'urbanisme actifs, et voilà, une ville qui se développe où les prix de l'immobilier augmentent. On va chercher des emplacements premium, numéro 1, et des quartiers d'avenir. Et là, la règle, c'est celle qu'on entend le plus souvent dans l'immobilier. C'est un peu le dicton de papa-maman sur l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Ça, c'est vrai dans le patrimonial, c'est pas forcément vrai dans l'immobilier de rendement. L'immobilier de rendement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se lancer sur tout ce qui permet d'augmenter le rendement d'un bien, c'est-à-dire aller sur des projets avec travaux, par exemple sur des DPE âgés, aller sur des immeubles de rapport qui permet aussi d'avoir des rendements qui sont plus élevés, aller sur de la colocation, de la location courte durée, donc des modes d'exploitation
qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, un petit peu plus chronophages, mais qui permettent d'augmenter les loyers et donc d'augmenter le rendement locatif. Et on va se diriger vers des villes petites à moyennes. Plus on va être dans la petite ville, plus les prix de l'immobilier vont être bas et plus en général on va avoir des rendements qui vont être élevés. Et on va aussi plutôt privilégier les petits logements. Si on est dans des villes moyennes par exemple, en général le studio, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et donc là, le critère principal, c'est le prix, le prix, le prix. Quand on veut faire du rendement locatif, on essaie d'acheter le moins cher possible. Et donc du coup, il faut que le prix soit bas et l'emplacement, il est important aussi, mais il est secondaire. Il vaut mieux avoir quelque chose qui est vraiment peu cher, dans un emplacement qui n'est pas forcément premium, même s'il faut toujours analyser son marché pour pouvoir être sûr de louer. Mais en général, l'avantage qu'on a en France, qui est un peu triste, mais c'est qu'il y a la crise du logement et la location se fait à peu près n'importe où. Donc si on ne fait pas n'importe quoi, ça ne sert à rien de surpayer un bien juste pour avoir un emplacement premium, parce que là l'objectif c'est de gagner de l'argent par les loyers et pas forcément de gagner de l'argent par l'évolution de la valeur du bien. Ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est les objectifs financiers en fait ne sont pas du tout les mêmes. Je le rappelle, dans l'immobilier, on parle souvent de rentabilité. La rentabilité, en réalité, c'est le rendement plus la valorisation du bien. Donc quand on dit que le bien est rentable, en général, on parle de rendement locatif et pas de rentabilité. Mais là, du coup, si on regarde vraiment la rentabilité totale, donc avec le rendement et la valorisation, on va voir que dans un investissement immobilier patrimonial, l'objectif, ça va être d'avoir un rendement qui n'est pas très élevé, 2 à 5%. Si on est en plein cœur de Paris, on sera sûrement autour de 2%. Si on est dans des villes un peu plus grandes, on pourra monter à 5%. Mais l'idée, ce n'est pas de gagner de l'argent avec les loyers, ça va être plutôt de gagner de l'argent par la prise de valeur du bien, où là, on va pouvoir espérer une valorisation entre 5 à 10%, ce qui nous fait une rentabilité globale au-dessus de 10%. Grosso modo, ça va être ça l'objectif. Et à l'inverse, dans l'immobilier de rendement, et ben là on va chercher des rendements beaucoup plus élevés, donc un ratio entre les loyers et le prix d'achat qui est assez important, entre 8 et 12%. Par contre, la valorisation, on n'a pas d'objectif là-dessus. Si ça augmente, tant mieux. Si ça baisse, on ne perd pas forcément d'argent parce qu'on a un rendement qui est très élevé. Et en général, on va se dire qu'on va revendre au même prix d'achat et on aura fait notre argent en louant notre bien tout le long et en récupérant les loyers par rapport à un prix d'achat qui était assez faible. Okay. Dans les deux cas, on va avoir une rentabilité globale qui est à peu près la même. Moi, j'ai une règle du pouce. Les gens sont souvent choqués quand je la donne, mais c'est que l'immobilier en France, peu importe où on achète, ça a une rentabilité de 10%. Parce que soit on achète dans des petites et moyennes villes et on va avoir des rendements à 10%, mais des biens qui ne prennent pas de valeur, ou alors on va acheter dans des grandes villes, et là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir des rendements qui sont entre 2 et 5, mais des valorisations qui sont entre 5 et 10, et donc on a une rentabilité globale à 10%. Quoi qu'on fasse, c'est juste qu'on ne va pas gagner de l'argent par la même méthode. Et c'est ça la différence entre les deux, ça va être de savoir quand est-ce qu'on a besoin de l'argent aussi. On va voir qu'il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients dans les deux cas. L'investissement patrimonial, l'avantage, c'est que vous avez des biens qui sont liquides. Ça, c'est vrai que c'est très pratique parce que si un jour vous avez besoin de revendre votre bien, vous savez que vous allez pouvoir le revendre rapidement, à condition qu'il soit au bon prix, parce que vous êtes dans des secteurs dynamiques dans lesquels il y a de la demande à l'achat, et donc le bien est très liquide et ça peut vous permettre de récupérer rapidement votre argent, ce qui peut être plus difficile quand on est sur l'investissement de rendement, parce que typiquement on va être sur des biens dans des plus petites villes, donc avec moins de demande, potentiellement sur des biens qui ont été optimisés pour de la colocation, donc pareil, c'est pas forcément des familles qui vont venir vous acheter ça. Si vous avez créé par exemple plusieurs salles de bain pour tous les colocataires, ce qui est très bien pour la location, mais c'est pas forcément des biens optimisés pour des familles qui vont plutôt être ceux qui vont venir vous acheter ensuite vos appartements, ou alors il faut revendre un investisseur, mais du coup ça diminue le nombre d'acheteurs potentiels et donc encore une fois c'est un petit peu moins liquide. L'investissement patrimonial, il va avoir l'avantage d'être moins chronophage aussi, parce que globalement, on va trouver le bien, on va l'acheter, et on va pas faire beaucoup d'efforts pour augmenter le rendement. Okay. Contrairement à l'investissement de rendement, où là, il va falloir faire des efforts, aller chercher du rendement là où on peut, en faisant des travaux, en allant dans des immeubles de rapport, où il y a un peu plus de boulot, en faisant de la colocation, de la courte durée, etc. Donc ça, c'est des choses qui prennent plus de temps, mais qui permettent d'augmenter le rendement de nos investissements. On va avoir d'un côté du cash flow négatif pour l'investissement patrimonial, donc il faut être capable d'assumer ce cash flow négatif pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et récupérer son argent le jour de la revente.
À l'inverse, l'immobilier de rendement, on a du cash flow positif qui peut permettre d'en vivre. Alors attention à ça parce qu'il y a des notions de fiscalité quand même qui rentrent en jeu. Rentier en cash flow, c'est toujours compliqué, il faut quand même bien l'avoir en tête. Au bout de quelques années, vous allez vous mettre à payer des impôts et le cash flow risque de diminuer. Donc faites bien attention à ça, faites des simulations de fiscalité pour vous aider à prévoir votre investissement et savoir justement pendant combien de temps vous allez pouvoir vivre de votre cash flow avant de devoir peut-être le revendre et en racheter un autre. Moi, ce que j'aime bien aussi, ça on le met pas assez, mais c'est vrai qu'en fait l'investissement patrimonial, on a des gains qui sont très incertains, parce qu'en fait la valorisation, on sait que ça évolue en moyenne de 5%, 10% par an, mais en fait on n'en sait rien. C'est pas parce que ça va augmenter en moyenne de 7% par an dans les 10 dernières années dans la ville où vous êtes, que ça va encore augmenter de 7% par an dans les 10 années futures. Donc en fait on a quelque chose quand même qui est assez incertain, il faut être un peu confiant sur le fait que la ville continue de monter. On ne sait pas si ça va continuer à monter plus vite, moins vite, si ça va être à la même vitesse. Alors que de l'autre côté, sur l'immobilier de rendement, c'est très prévisible. Très prévisible parce que votre prix d'achat, il ne bouge pas. Les loyers, ils ne bougent pas trop. Ils ont même tendance à augmenter. Et c'est beaucoup plus facile de savoir combien on va gagner après année. C'est pour ça qu'il y a quand même un avantage, moi je trouve, sur l'immobilier de rendement sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prix qui sont élevés. Donc c'est vrai que quand on achète en plein cœur de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, on va avoir des prix qui sont élevés, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Alors qu'à l'inverse, sur l'immobilier de rendement, on va être sur des budgets qui sont beaucoup plus faibles. On peut trouver des appartements dans des villes moyennes qui sont en dessous de 100 000 euros. On va même avoir des immeubles de rapport qui sont entre 100 et 200 000 euros. Vous allez pouvoir assez vite avoir 3, 4, 5 appartements. Donc c'est des budgets qui sont beaucoup plus accessibles pour ceux qui n'ont pas forcément des moyens qui sont énormes. Ça, c'est les deux grandes familles, du coup, patrimonial, rendement. Et ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est l'immobilier équilibré, qui peut être un truc qui est assez sympa à avoir. Là, qu'est-ce qu'on va faire sur l'immobilier équilibré? En fait, on va essayer d'aller chercher un petit peu le meilleur des deux mondes. On va essayer d'aller dans de la ville moyenne. Donc ville moyenne, ça veut tout et rien dire. Là, je vous mets une fourchette de 50 à 100 000 habitants. Une ville de 30-40 000, ça peut fonctionner aussi. Il y a certaines villes entre 100 et 150 sur lesquelles ça fonctionne aussi, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Et on va essayer de trouver de la ville un peu dynamique. Quand on a quand même 50 000 habitants, ça commence à être de la ville quand même assez dynamique avec pas mal de choses, avec des prix modérés. On va essayer de ne pas dépasser les 3 500, 4 000 euros grand max. Si on est en dessous de 3 000, c'est encore mieux. Et ça va nous permettre d'avoir des rendements qui sont suffisants pour avoir de l'autofinancement. Donc on voit ici que l'autofinancement, donc je l'ai calculé, en ce moment avec les conditions actuelles de crédit, il est à 6% net. Si vous avez un bien à 6% net, vous aurez un loyer qui paye exactement votre crédit, vos charges et vos impôts. Ça vous permet de faire un investissement à cash flow zéro, donc vous ne gagnez rien mais vous ne payez rien pendant tout le moment de la location. Et le jour de la revente, vous récupérez tout, à la fois l'évolution du prix de votre bien, parce que vous êtes allé dans un secteur qui est quand même un petit peu dynamique, donc il a pris de la valeur. Et puis aussi, en fait, vous avez capitalisé du crédit immobilier tout le long grâce au loyer que vous avez touché. Et donc, vous touchez les deux sommes d'argent. Ce qu'on va faire aussi sur de l'investissement, on va dire, équilibré, ça va être d'aller chercher toutes les manières de faire plus de rendement dans des secteurs un peu dynamiques. Donc l'idée, c'est par exemple, on est dans une ville qui est un peu chère, donc le rendement il est bas, mais on peut augmenter ce rendement en faisant de la location courte durée, en faisant de la colocation, ou bien en faisant des travaux, ou bien si on a vraiment le budget, en faisant de l'immeuble. Donc il y a des villes qui sont plus ou moins rentables, et ensuite il y a des méthodes qui permettent d'augmenter le rendement, en général en mettant un petit peu d'huile de coude, en s'y mettant un petit peu soi-même au boulot, donc en allant faire des travaux, on va acheter moins cher, mais derrière c'est un petit peu de travail de gérer des travaux, ou de les faire soi-même. Faire de la coloc, pareil, c'est un petit peu plus de boulot, etc. etc. Et là, ce qu'on va voir là-dessus, c'est des rendements qui sont entre 5 et 8%. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être d'avoir l'autofinancement en immobilier. Donc les loyers qui payent exactement le crédit, plus les charges, plus les impôts. Et une valorisation du bien autour de 5%, ça va dépendre. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une stratégie qui construit du patrimoine sans forcément nous coûter de l'argent à l'instant T, mais qui nous en rapporte pas non plus, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de cet argent tout de suite. Beaucoup de personnes ont leur métier, ont leur CDI et ont envie de le garder. Ils n'ont pas pour objectif de quitter leur emploi, de vivre de leur loyer. Ça va plutôt être ça pour préparer sa retraite ou pour créer du patrimoine pour ses enfants, pour la transmission. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Pour conclure, ce qu'il faut quand même, c'est toujours pareil, se poser un petit peu les bonnes questions.
Là, on en a 4 principales. La première, ça va être de savoir est-ce que j'ai du temps à accorder à mes investissements. L'immobilier patrimonial, c'est beaucoup moins chronophage et donc c'est plus adapté à des gens qui n'ont pas trop de temps. Quand on commence à se lancer dans des immeubles de rapport, à se lancer dans des travaux, à se lancer dans la location courte durée, il y a plein de choses qui s'automatisent très bien et moi je suis assez fan de toutes ces méthodes, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus de boulot et un petit peu plus de temps à y consacrer, en tout cas au début. À la mise en place, ça peut être un peu long. Ensuite, une fois que tout est acheté, que les travaux sont faits et que les logements sont en location, franchement, c'est quand même assez passif, mais pour la mise en place, l'achat, la réno, etc., il faut quand même s'y mettre un petit peu. Il va y avoir le sujet de quand est-ce que j'ai besoin de toucher de l'argent avec mon immobilier. Faire du cash flow, c'est bien. Moi, je trouve que ça a quand même l'avantage de vous permettre de réinvestir, donc de refaire de la trésorerie pour pouvoir peut-être réinvestir sur d'autres projets ou alors de l'investir en bourse ou quoi que ce soit. Mais c'est pas non plus une fin en soi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des projets avec des cash flows positifs. Je vous rappelle que le cash flow, ce n'est pas ça qui vous dit si votre investissement rapporte de l'argent. Ce qui vous dit si votre investissement rapporte de l'argent, c'est le rendement. Je sais que c'est contre-intuitif, mais le cash flow, c'est un indicateur de trésorerie, alors que le rendement, c'est un indicateur de rendement, donc de performance. Et donc, le cash flow, on peut avoir des biens avec des cash flows négatifs qui sont très rentables et qui rapportent beaucoup d'argent, et à l'inverse, des biens avec des cash flows très positifs qui en fait sont très mauvais et qui nous font perdre de l'argent. Donc faites bien attention à ça. Si vous n'avez pas besoin de toucher l'argent tout de suite, eh bien peut-être que vous pouvez vous rendre sur un investissement plus équilibré, voire un investissement patrimonial si jamais vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps. Si on part sur des investissements à patrimonial à cash flow négatif, bah forcément, il faut avoir la réserve financière derrière pour les payer. Déjà, la banque va vérifier ça, et puis il faut que ça ne vous mette pas dans le rouge en payant votre surplus de crédit par rapport à votre loyer, donc faites attention à ça. Et aussi, chose qu'on ne mentionne pas assez selon moi, c'est est-ce que je suis prêt à encaisser les remarques de mes amis et de ma famille? Parce que je vous assure que si jamais vous décidez de vous lancer dans de l'investissement plutôt de rendement dans des petites villes, vous allez avoir tous vos amis et votre famille qui vont se moquer de vous en vous disant mais qu'est-ce que tu as fait à investir dans ce bled paumé où il n'y a absolument personne à part des vaches, des chèvres et des boutins, et donc il faut savoir qu'il faut être capable d'encaisser ça, d'accord, parce que les gens ne comprennent pas. La plupart des gens qui font de l'immobilier, ils regardent Capital, ils regardent les grands médias, et dans les grands médias, le seul type d'investissement qui est mis en avant, c'est l'investissement patrimonial. On voit toujours des classements qui arrivent, les meilleures villes pour investir, etc. Et ces villes-là, en fait, ce ne sont que des grandes villes. Ce ne sont que des villes où on est dans un objectif de patrimoine, on est dans un objectif d'augmentation des prix. Il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant que pour gagner de l'argent en immobilier, on peut le faire par la voie du rendement et pas par la voie du patrimoine. Je pense que vous l'avez vu, si vous discutez d'immobilier avec vos amis qui ne sont pas forcément dans le milieu, eux, leur seule obsession en immobilier, c'est trouver l'endroit où les prix vont augmenter. Ils ne pensent qu'à ça. Alors qu'en fait, c'est une des deux méthodes pour gagner de l'argent en immobilier. On peut très bien aller dans des endroits où les prix de l'immobilier ne montent pas du tout, voir les prix de l'immobilier baissent et quand même gagner beaucoup d'argent parce qu'on a des biens avec des très forts taux de rendement locatif. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si jamais ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, ça aide au référencement de cette chaîne. Je vous dis une très bonne journée. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!